Juin 1944, les falaises de Saipan résonnent d'échos, de craquements de fusils, d'explosions lointaines et du murmure craintif de centaines de civils pris au piège entre la guerre et l'inconnu. Parmi eux, un groupe de femmes japonaises se blottit dans une grotte. Des enfants s'accrochent à leurs kimonos, leurs visages pâles de terreur. Elles ont entendu dire que les Américains sont des monstres, grands, impitoyables, barbares. Et maintenant, les Marines américains se rapprochent. Mais en ce jour, quelque chose d'entièrement inattendu se produit. Un seul Marine s'avance seul, sans fusil levé. Son nom est Guy Gabaldon, soldat de première classe de la 2e division de Marines. 19 ans, maigre, calme et parlant un japonais impeccable. « Minakite kudasai » appelle-t-il doucement dans l'obscurité. « S'il vous plaît, écoutez tous. » Ce qui suit est l'un des actes les plus extraordinaires de connexion humaine de toute la guerre du Pacifique. Pour comprendre comment un adolescent de Los Angeles s'est retrouvé à servir de pont de confiance entre des civils japonais terrifiés et des forces américaines en progression, nous devons commencer des années plus tôt, bien avant que les falaises de Saipan ne résonnent de coups de feu. Guy Gabaldon n'était pas japonais. C'était un gamin américano-mexicain élevé dans un quartier pauvre de l'est de Los Angeles. Mais à l'âge de 12 ans, il fut officieusement adopté par la famille Nakano, un foyer nippo-américain vivant à proximité. Il dînait à leur table, apprenait leurs coutumes, étudiait leur langue et absorbait leur culture jusque dans les moindres détails. À 14 ans, il parlait japonais comme un natif, si bien qu'il pouvait imiter les accents régionaux. Et à 15 ans, il travaillait dans leur magasin familial, bavardant sans effort avec les immigrants japonais qui venaient chaque semaine. Lorsque Pearl Harbor fut attaqué, les Nakano furent envoyés dans des camps d'internement par leur propre gouvernement. Gabaldon, furieux et le cœur brisé, promit que s'il servait un jour dans le Pacifique, il utiliserait la langue que les Nakano lui avaient enseignée, non pour blesser quiconque, mais pour sauver des vies. 2 ans plus tard, il s'engagea dans les Marines. À Saipan, Gabaldon fut officiellement assigné comme éclaireur. Mais il avait une habitude, que ses officiers détestaient initialement, de se faufiler la nuit seul profondément en territoire tenu par les Japonais. Au lieu de tirer, il parlait. Au lieu de menacer, il persuadait. Au lieu d'exiger, il faisait preuve d'empathie. Et d'une manière ou d'une autre, impossiblement, cela fonctionnait. Au cours de jours de combat, Gabaldon convainquit plus de 1000 soldats et civils japonais de se rendre pacifiquement, quelque chose qu'aucun autre marine n'avait jamais accompli à cette échelle. Mais de toutes les histoires, la plus puissante émotionnellement se déroula profondément à l'intérieur d'une grotte sur les pentes du mont Tapocho de Saipan. Alors que les marines avançaient et que les défenseurs japonais reculaient, des femmes et des enfants se retrouvèrent pris dans le chaos. La propagande japonaise les avait convaincus que la capture par les Américains signifiait torture ou mort. Beaucoup croyaient que le suicide était la seule option honorable. Certaines portaient des grenades prêtes à se tuer elles-mêmes et leurs familles. C'est pourquoi ce que Gabaldon fit ensuite importait si profondément. Il s'approcha de la grotte seul. D'autres Marines restèrent en retrait, attendant, chuchotant qu'il était fou. Il entendit du mouvement à l'intérieur, des pieds qui traînaient, des pleurs étouffés, des instructions chuchotées d'une femme plus âgée, exhortant les plus jeunes à ne pas se rendre. Gabaldon éleva à nouveau la voix. Anata tachi wa anzen desu, dit-il doucement. Vous êtes en sécurité, s'il vous plaît, sortez, je vous promets que vous ne serez pas blessés. La grotte devint silencieuse. Pendant de longues secondes, le seul son fut le grondement lointain de l'artillerie. Puis un enfant commença à pleurer, fort, paniqué, inconsolable. Gabaldon adoucit encore davantage son ton. « Je sais que vous avez peur, je sais ce qu'on vous a dit sur nous, mais je vous donne ma parole. Vous ne serez pas touchés. Vous ne serez pas séparés. Je resterai avec vous jusqu'à ce que vous soyez en sécurité. » Puis il ajouta quelque chose qu'aucun civil japonais ne s'attendait à entendre d'un uniforme américain. « J'ai été élevé par une famille japonaise. Je les honore en vous protégeant maintenant. » À l'intérieur de la grotte, les femmes se figèrent. Pour la première fois en semaine, l'espoir perça à travers la peur. La femme la plus âgée demanda, la voix tremblante. « Dushite Nihongo o » Pourquoi ? Pourquoi parlez-vous japonais ? Gabaldon répondit. « Parce que les gens qui m'ont enseigné votre langue étaient des gens bons et aimants, et vous l'êtes aussi. S'il vous plaît, laissez-moi vous aider. » Lentement, prudemment,
Une paire de mains tenant un tissu blanc apparut de l'obscurité. Puis une autre, puis une autre. 12 femmes sortirent dans la lumière du soleil, tremblantes, leurs enfants accrochés à leurs jambes. Beaucoup étaient pieds nus, certaines saignaient, toutes étaient terrifiées. Gabaldon fit signe aux Marines derrière lui de baisser leurs armes. Les femmes octèrent. Des fusils américains pointaient vers le bas. Pas de cris, pas de violence. Ce n'était pas ce qu'on leur avait appris à attendre. Une femme plus jeune lui demanda doucement « Mes enfants vivront-ils » Gabaldon s'agenouilla pour être au niveau des yeux de son fils de 3 ans et répondit « Oui, ils vivront, et ils seront traités avec respect. » Puis il s'inclina, à la japonaise, l'une des plus profondes révérences qu'un homme en tenue de combat pouvait physiquement faire. Ce geste, simple, humain, respectueux, brisa la peur que la propagande avait cimentée pendant des années. Les femmes éclatèrent en sanglots. Certaines s'effondrèrent à genoux. D'autres serrèrent leurs enfants si fort que les enfants crièrent en protestation. Une femme répéta « Arigatou, arigatou » encore et encore, comme si les mots seuls pouvaient garantir leur sécurité. Gabaldon les guida loin des falaises, bloquant leur vue des corps et de la destruction à proximité. Il continua à parler doucement, de manière rassurante, leur disant à quoi s'attendre lorsqu'elles atteindraient les lignes des Marines. Nourriture, eau, traitement médical. Pas de séparation, pas d'humiliation, pas d'exécution. Lorsque le groupe atteignit finalement le périmètre américain, la scène stupéfia les Marines. Une colonne entière de femmes et d'enfants japonais marchait calmement derrière un seul marine de 19 ans, lui faisant entièrement confiance. Un sergent fixa la scène et marmonna. « Qu'est-ce que c'est que ça, bon sang ?» Gabaldon répondit simplement. Elles avaient peur. Quelqu'un devait juste leur dire la vérité. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. La nouvelle se répandit rapidement. Plus de civils cachés dans des grottes commencèrent à écouter le jeune marine qui parlait comme l'un des leurs. Beaucoup l'appelaient « le garçon qui parle comme chez nous ». Au cours des jours suivants, Gabaldon fit sortir des centaines d'autres personnes de grottes, de bords de falaises et loin des grenades suicidaires. Il leur disait « Vous méritez de voir demain. La guerre est pour les soldats. Les civils ne devraient pas mourir ici. » Et des femmes qui avaient été enseignées depuis l'enfance que la reddition était honteuse, commencèrent à se placer sous garde américaine, non pas avec honte, mais avec soulagement. Les historiens estiment qu'au cours des campagnes de Saipan et de Tinian, Gabaldon persuada personnellement plus de 1300 civils et soldats de se rendre, un exploit inégalé par tout autre marine dans la guerre du Pacifique. Mais c'est ce moment, sa voix résonnant dans une grotte sombre, atteignant des femmes terrifiées qui s'attendaient à la mort, qui se dressent comme l'exemple le plus pur de son courage. Ce n'était pas du courage avec un fusil, c'était du courage avec compassion, du courage avec le langage, du courage qui sauvait des vies au lieu de les prendre. De nombreuses années plus tard, les survivants de Saipan se souvenaient de lui non pas comme d'un ennemi, mais comme d'un jeune homme qui apparut de la fumée de la guerre, parlant leur langue maternelle, offrant la sécurité quand ils croyaient qu'aucune n'existait. Et pour Gabaldon, c'était la plus grande victoire de toutes. Après que les premières femmes émergèrent de la grotte, Guy Gabaldon savait que la mission était loin d'être terminée. Partout à Saipan, plus de civils se cachaient dans la peur. Certains dans des grottes si profondes que même la lumière du jour pouvait à peine s'y glisser. D'autres perchés sur des bords de falaises, convaincus que sauter vers la mort était mieux que de se rendre. Gabaldon refusa de laisser la peur les réclamer. Le deuxième matin, il s'approcha d'un autre groupe de grottes, celui-ci encore plus grand. Des dizaines de familles entassées ensemble, chuchotant, tremblant, beaucoup serrant des grenades qui leur avaient été remises par des officiers japonais qui leur avaient dit que les Américains les tortureraient. Gabaldon se tint à l'entrée et appela en japonais. « S'il vous plaît, écoutez. La guerre vous a atteint, mais cela ne signifie pas que vous devez mourir pour elle. Vos enfants ont besoin de vous. Sortez pacifiquement, et je marcherai avec vous. » Un homme à l'intérieur cria avec colère, le traitant de trompeur, d'imposteur. Mais Gabaldon ne vacilla pas. « J'ai été élevé dans votre culture, » répondit-il. « Je sais ce que l'honneur signifie pour vous. Mais élever vos enfants pour qu'ils vivent, c'est l'honneur. Protéger votre famille, c'est l'honneur. Survivre n'est pas honteux. »
Il y eut un long silence. Puis il entendit quelque chose d'inattendu. Une femme âgée commença à chanter doucement. C'était une berceuse traditionnelle, du genre que la mère Nakano lui chantait autrefois lorsqu'ils visitaient leur maison dans l'est de Los Angeles. Sa voix se brisa, tremblant à la fois de chagrin et d'espoir. Gabaldon avala difficilement. Il répondit, en chantant le couplet suivant parfaitement, exactement comme il l'avait appris des années auparavant. À l'intérieur de la grotte, des murmures éclatèrent. « Il connaît nos chansons », chuchota quelqu'un. Ce moment changea toute l'atmosphère. Lorsque le chant s'estompa, Gabaldon parla à nouveau, doucement mais fermement. « Je vous promets que si vous sortez, vous vivrez. Je ne laisserai personne vous faire du mal. » Lentement, des formes commencèrent à émerger de la pénombre. D'abord, une mère portant un nouveau-né, puis une grand-mère s'appuyant sur l'épaule d'une jeune fille, puis plus d'hommes aux mains tremblantes, des femmes essuyant des larmes de joues tachées de suie, des enfants clignant nerveusement des yeux dans la lumière du soleil. Gabaldon les conduisit en bas de la pente, parlant d'un ton doux, les avertissant du sol inégal, les aidant à contourner les branches tombées. Il s'assura qu'aucun d'eux n'ait à regarder les horreurs du champ de bataille. Derrière eux, les Marines baissèrent leurs armes, stupéfaits une fois de plus. Cette nuit-là, Gabaldon dormit à peine. Il ne pouvait s'empêcher de penser aux gens encore piégés au-delà des lignes. Des gens à qui on avait enseigné toute leur vie que la reddition était honteuse. Des gens à qui on avait dit que les Américains les tueraient sans hésitation. Il ne pouvait se défaire de l'image de la veuve serrant son bébé, chuchotant « Je ne pensais pas que nous reverrions le soleil ». Alors, le lendemain matin, il sortit à nouveau, contre les ordres directs. Ses commandants l'avaient déjà réprimandé une fois pour être sorti seul. Il craignait qu'il ne soit tué, capturé, ou pire. Mais Gabaldon croyait profondément que sauver des civils importait autant que prendre du terrain. Il s'approcha d'un autre système de grotte. Celui-ci contrôlé à la fois par des civils et plusieurs soldats blessés. Les soldats étaient hésitants, les civils terrifiés. Gabaldon appela. « Je sais qu'on vous a dit que les Américains sont des monstres, mais si c'était vrai, est-ce que je vous parlerais comme ça? Est-ce que je vous dirais d'amener vos enfants en sécurité ?» Un caporal japonais blessé répondit avec colère, disant à Gabaldon de partir. Mais les femmes derrière lui écoutaient, leur peur palpable. Gabaldon pouvait entendre des bébés pleurer. Il entendit un homme marmonner des prières. Il écouta le son du tissu bruissant, alors que quelqu'un serrait une grenade. Il savait qu'il n'avait que quelques secondes avant que le désespoir ne devienne fatal. Alors il s'approcha et parla avec toute la conviction qu'il possédait. « Vos enfants méritent de grandir, vos mères et pères méritent de voir demain. Ne laissez pas la propagande prendre vos vies, ne laissez pas la peur décider de votre destin. Sortez, je vous protégerai du mal. » Une longue pause suivit, puis il l'entendit, un doux bruissement. Une femme sortit portant 2 petits garçons. Sa voix était à peine au-dessus d'un chuchotement. « Est-ce vraiment sûr ?» Gabaldon hocha la tête. « Oui, je vous donne ma parole. » Il tendit la main. Elle hésita, puis plaça ses doigts tremblants dans sa paume. Lorsqu'elle le fit, les autres suivirent, d'abord prudemment, puis urgemment, comme s'ils se libéraient d'un cauchemar. Mais tout le monde ne sortit pas. 2 soldats japonais blessés boitèrent en avant, refusant l'aide, mais refusant de faire du mal aux civils. Ils s'inclinèrent devant Gabaldon, quelque chose d'inouï au milieu des combats brutaux. Puis ils dirent « Prenez soin d'eux, s'il vous plaît. » Gabaldon s'inclina en retour, profondément ému. Alors qu'il conduisait le groupe en bas de la colline, un lieutenant des Marines s'approcha, secouant la tête d'incrédulité. « Combien en avez-vous fait sortir cette fois ?» Gabaldon jeta un coup d'œil à la longue file de civils derrière lui et répondit doucement. « Autant que ceux qui ont écouté. » Au moment où la campagne de Saipan se termina, des centaines s'étaient rendues à cause de sa voix. Et pourtant, Gabaldon n'avait pas fini. Des semaines plus tard, pendant la bataille de Tinian, il continua ses missions, faisant sortir des civils effrayés de grottes, persuadant des soldats qui étaient prêts à mourir, réconfortant des mères qui croyaient qu'elles ne verraient plus jamais la paix. Une femme se souvint plus tard. Le garçon américain nous parlait comme s'il était de la famille,
Il ne criait pas, il ne menaçait pas, il nous demandait de vivre. Les méthodes de Gabaldon étaient si efficaces que certains Marines commencèrent à l'appeler le joueur de flûte de Saipan, un surnom qu'il n'aimait jamais, mais qui capturait sa capacité unique à faire sortir les gens de leur cachette avec rien de plus que des mots. Mais derrière la légende se trouvait un jeune homme portant un fardeau émotionnel que la plupart des soldats n'affrontaient jamais. Il avait vu les conséquences des charges Banzai. Il avait regardé des familles serrer des grenades contre leur poitrine. Il avait regardé dans les yeux de mères qui croyaient que la mort était la seule échappatoire de leurs enfants. Et il refusa de laisser ces tragédies se répéter. Après la guerre, Gabaldon rentra chez lui et retrouva la famille Nakano, les personnes mêmes qui lui avaient donné la langue et la compréhension culturelle qui sauvèrent tant de vies. Il leur rendait souvent visite et les remerciait pour ce qu'ils lui avaient enseigné, leur disant « Vous m'avez aidé à sauver des gens de l'autre côté de l'océan ». Dans des interviews ultérieures, Gabaldon réfléchit à ses actions en temps de guerre avec humilité. « Je ne me considérais pas comme courageux, dit-il. Je ne pouvais tout simplement pas supporter l'idée que des civils meurent parce que personne ne leur disait la vérité. Si je pouvais les convaincre de ne pas mourir, c'est ce que j'allais faire. » Les historiens ont débattu de certains chiffres, mais pas de la vérité fondamentale. Les actions de Gabaldon étaient extraordinaires. Sa capacité à communiquer, à faire preuve d'empathie et à établir la confiance au milieu du chaos se dresse comme l'une des plus grandes réalisations humanitaires de la guerre du Pacifique. Il reçut l'étoile d'argent, qui fut plus tard élevée à la Croix de la Marine, l'un des plus hauts honneurs décernés par les Marines. Beaucoup croient qu'il méritait la médaille d'honneur, mais Gabaldon se souciait plus des vies qu'il avait sauvées que des médailles. En vieillissant, il parlait souvent du pouvoir du langage, de la façon dont comprendre une culture pouvait briser les barrières, même pendant la brutalité de la guerre. « Si vous parlez aux gens dans leur propre langue, disait-il, vous parlez à leur cœur, pas seulement à leurs oreilles. » Il resta le plus fier du moment où ces premières femmes terrifiées sortirent de la grotte de Saipan, lui faisant confiance malgré tout ce qu'on leur avait dit. Ce moment, dit-il, lui montra que même en guerre, l'humanité pouvait survivre. Si nous pouvons atteindre les gens par les mots, dit-il un jour à un historien, peut-être que le monde n'a pas besoin de continuer à apprendre de la manière difficile. Aujourd'hui, l'histoire de Guy Gabaldon est un rappel que la compassion peut accomplir ce que la puissance de feu ne peut pas. Un rappel que la compréhension peut surmonter la peur et un rappel que parfois, l'acte le plus courageux sur un champ de bataille n'est pas de prendre une vie, mais d'en sauver une. Alors quand nous nous souvenons des grandes batailles du Pacifique, Saipan, Tinian, les Mariannes, nous devrions aussi nous souvenir du jeune marine qui marchait seul dans des grottes remplies de terreur, parlant doucement dans la langue des gens qu'il espérait sauver. Parce que dans une guerre définie par la destruction, Guy Gabaldon prouva qu'une voix, une promesse et un acte de courage peuvent changer le destin de centaines de personnes. Et c'est ainsi qu'un traducteur américain calma des femmes japonaises terrifiées pendant les négociations de reddition. Non pas avec des ordres, non pas avec des menaces, mais avec empathie, langage et la croyance que même dans les moments les plus sombres de l'histoire, l'humanité a encore le pouvoir de briller.